1962, l'année de l'indépendance de l'Algérie, de la mort de Marilyn Monroe. Mais surtout, c'est l'année où le monde a échappé à une guerre atomique. La crise des missiles de Cuba, duel entre les États-Unis et la Russie sur fond de possibles guerres nucléaires. On vous en parle maintenant. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde se divise en deux. D'un côté les États-Unis d'Amérique et de l'autre la Russie. Le libéralisme contre le communisme, Brandon contre Vladimir, le Borch contre le McDo. Plus sérieusement, John Fitzgerald Kennedy contre Nikita Khrouchtchev. En janvier 1959, la tension monte d'un cran. C'est la révolution cubaine. Fidel Castro, Raúl Castro et Che Guevara renversent le pouvoir en place. Les États-Unis sont d'abord admiratifs devant ces hommes courageux qui se sont battus contre la dictature. Sauf que, les frères Castro mettent en place un régime communiste et nationalisent des centaines de sociétés américaines. Ce n'est pas tout. Vous ajoutez à ça l'implantation de missiles américains en Italie et en Turquie, considérés comme un affront par les Russes, qui trouvent que la Turquie c'est quand même vachement loin des États-Unis et vachement proche de chez eux. Le 1er mai 1960, un avion de renseignement américain est abattu alors qu'il survolait l'Oural. Bon, l'avion n'était pas là par hasard, évidemment. Son but était de photographier des installations soviétiques secrètes. Pléonasme. Il y eut ensuite l'épisode de la baie des cochons. Il s'agit du débarquement à Cuba d'exilés qui avaient dû se réfugier aux États-Unis. 1500 hommes arrivent soutenus par des avions américains. C'est un échec total, un 3-0 sans match retour. Gros échec des Américains, alors que dans le même temps, Fidel Castro devient un modèle communiste. Mais Fidel comprend bien que les États-Unis ne laisseront pas la situation telle qu'elle. Il est dangereux pour lui et son modèle politique de rester sans protection face à un voisin aussi puissant. Il se range donc officiellement du côté de l'URSS. Khrouchtchev est obsédé par l'image d'une Russie puissante et un peu jaloux de celle des États-Unis. Vilain défaut que la jalousie, surtout quand on voit ce qu'elle entraîne. Il propose à Castro l'envoi de missiles balistiques sur l'île de Cuba. Castro accepte, plus pour le côté symbolique d'une grande association socialiste que militaire. 50 000 hommes, 6 bombardiers armés de bombes nucléaires et des missiles balistiques sont envoyés par mer jusqu'à Cuba. Cette opération, l'opération Anadyr, s'effectue dans le plus grand secret. On ne laisse rien transparaître. Muet comme un Russe, Poker Face. Le 16 octobre 1962, un avion américain ramène des photos de San Cristobal à Cuba. Sur ces photos, on y voit les installations militaires russes et surtout les missiles balistiques. La première réaction du président Kennedy, c'est de vouloir bombarder Cuba, attaque aérienne immédiate. Mais il se souvient de l'humiliation de la baie des cochons et se ravise. Il décide de la jouer diplomatique. Deux camps s'opposent dans l'exécutif américain. D'un côté, les militaires, représentés par le général Curtis LeMay, partisans du bombardement de Cuba comme cela avait été fait pour le Japon, une autre époque. De l'autre côté, les civils, portés par le ministre de la Défense Bob McNamara, qui souhaite mettre en place un blocus maritime en attendant de convaincre la Russie de renoncer à ses installations de missiles. Le président Kennedy choisit la deuxième option et déclare à propos des militaires « Il ne restera plus personne en vie pour leur faire remarquer qu'ils avaient tort. » Punchline. Le 22 octobre 1962, toujours, John Fitzgerald Kennedy dévoile publiquement à la télévision l'existence des missiles. Le 24, le blocus autour de l'île est mis en place. Vous voyez venir l'escalade ? Des dizaines de navires militaires russes font route vers Cuba, et l'armée américaine veut empêcher quiconque d'approcher l'île. Qui peut penser que ça va bien se passer ?
Nous sommes tous d'accord pour dire qu'une guerre mondiale impliquant des pays possédant la bombe atomique pourrait déboucher sur la fin de notre planète, du moins de celle de l'espèce humaine. Cela a failli arriver. Nous sommes toujours le 24 octobre 1962. Un sous-marin russe est sur le point de franchir la ligne symbolique du blocus. Le porte-avions Essex est envoyé à sa rencontre. Vous vous rendez compte qu'à ce moment, un seul tir, un seul mouvement hostile, et c'est terminé. Pour tout le monde. Mais d'un coup, tous les vaisseaux soviétiques font demi-tour. Sans raison apparente. 2 jours plus tard, Khrouchtchev prend la parole et déclare que si la Russie a l'assurance que les États-Unis n'attaqueront pas Cuba et que le blocus serait levé, alors le retrait des missiles pourrait être envisagé. On évite le pire. Sauf que, le lendemain, un avion de reconnaissance américain est abattu par un missile russe au-dessus de Cuba. Le commandant Rudolf Anderson Jr. y trouve la mort. Kennedy choisit de passer outre et d'accepter les conditions de Khrouchtchev. Le dimanche 28 octobre à 10h, le monde peut à nouveau tourner. Les Russes retirent leurs missiles de Cuba. Il s'agit incontestablement du pic de tension de la guerre froide, un événement qui aura plusieurs conséquences. On l'a échappé belle, mais la menace nucléaire continue d'exister. Les États-Unis sortent vainqueurs de ce bras de fer. C'est une revanche de l'épisode de la baie des cochons, plutôt humiliant pour les Américains. Pour Khrouchtchev, c'est clairement une défaite diplomatique, qui expliquera en partie sa destitution en 1964. L'autre perdant, c'est Cuba. Castro a été snobé par les Américains et considéré comme un pion par les Russes. Il en gardera en cœur toute sa vie et mènera une politique d'indépendance vis-à-vis des deux blocs. Enfin, parmi les perdants, et c'est plus surprenant, l'Italie. En effet, dans l'optique de faire un pas vers les Russes, Kennedy décide de retirer ses missiles Jupiter d'Italie, contre l'avis des Transalpins, jusqu'ici fidèles alliés des États-Unis. Chassé le naturel, il revient au galop. Les Américains restent tout de même des bourrins. Cette crise a permis de montrer l'importance de la diplomatie et d'une relation privilégiée et rapide entre Washington et Moscou. C'est pourquoi le 30 août 1963 est inauguré le téléphone rouge. Ainsi, la Maison-Blanche et le Kremlin ont une ligne spéciale permettant de réagir rapidement et éviter toute escalade. Cet épisode renforcera grandement le prestige de Kennedy. Il n'en profitera pas longtemps puisqu'il sera assassiné le 11 novembre 1963. Yeah! I love burger! Abonnez-vous, Encyclope. Yeah!